3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Avant de commencer, je veux faire un gros big up à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Utip. Si la chaîne survit en ce moment, c'est en grande partie grâce à vous, alors je ne peux que vous demander de ne rien lâcher. Je veux aussi remercier mon papa qui, ce matin, s'est tapé un aller-retour rien que pour m'amener le maillot de Siakam que vous voyez derrière et qu'il vient de m'offrir. C'est super gentil et tu verras qu'aujourd'hui on va en parler de ce joueur. Parce que ouais, aujourd'hui, je vais aborder les awards à la fin de la saison. Mais avant ça, faut que je vous parle de ma petite OP de l'été. Si vous êtes infidèle, j'imagine que maintenant Popster vous connaissez. Du coup, si vous voulez avancer, parce que c'est répétitif, je vous fais apparaître le timecode là, maintenant. Regardez, il est dans ma main. Par contre, pour ceux qui sont encore là, sachez que Popster, c'est une petite entreprise familiale qui fait des affiches méga cool. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'ils m'ont filé un code promo rien que pour vous, pour tout le mois de juillet. Mais avant de développer ça, laissez-moi vous expliquer ce qu'ils font. Déjà, chaque poster est hyper quali et est imprimé sur du papier de luxe en mode 250 grammes par mètre carré. Boum. Sauf que la qualité du papier, ça ne suffit pas toujours pour espérer avoir un truc qui dure. Voilà pourquoi l'encre utilisée qui donne un rendu mat n'a pas été choisie au hasard. Elle résiste parfaitement aux UV et vous donne la certitude que les couleurs de votre affiche ne bougeront jamais. Autant vous dire que là, on est sur du level premium niveau qualitatif. Mais je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du top du top. Ouais, parce que chacun des 3 modèles de poster est numéroté et publié en édition très limitée. En d'autres termes, une fois que le stock sera épuisé, il n'y en aura plus jamais en vente. Commandez donc ces créations et je vous donne la garantie d'avoir à vie un véritable objet collector. Alors dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça déboîte, non, moi je trouve. Regardez le poster Michael Jordan qui est derrière moi avec tous les maillots que MJ a portés pendant sa carrière. Bah c'est eux qui l'ont fait. Puis celui-là il est très cool, mais ils en ont aussi produit 2 autres. Un poster nommé Ballers avec des joueurs actuels et un autre nommé Jersey avec des légendes de notre sport. Tous sont hyper beaux. Et surtout, ces 3 posters seront hyper moins chers pour vous si juste avant de payer, vous rentrez le code promo le 6ème homme dans la case prévue à cet effet. Ça vous donnera 15% de réduction sur l'intégralité de votre panier. Du vrai win-win qui vous permet de faire des économies sur des produits collector et qui moi me permet de faire vivre ma chaîne. Alors si ça vous plaît, dépêchez-vous, non seulement les stocks diminuent à vue d'œil, mais en plus de ça, dans moins d'une semaine, le code promo c'est fini. Donc let's go la mif, c'est le moment de faire chauffer la carte. C'est vrai que le temps passe vite, mais reviens aux awards un peu, tu vas les décerner alors que pour certaines équipes, il reste encore des matchs à jouer dans la bulle. Tout à fait, la NBA a annoncé que ce qui se passerait à Disney ne serait pas pris en compte dans l'attribution des récompenses individuelles. Nous pouvons donc dire que nous avons d'ores et déjà tous les éléments nécessaires pour attribuer nos trophées. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo, et d'ailleurs voici les 8 que je décernerai aujourd'hui. Le trophée John Duff du rookie de l'année, le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, le trophée francophone du meilleur francophone, ça s'invente pas, le trophée Joker du meilleur 6ème homme, le trophée à l'improviste du joueur qui a le plus progressé, le trophée Encéphale pour le meilleur coach, le trophée Homer Dallor pour la plus grosse déception, et enfin le trophée Yvan du rêve pour le MVP. Ouais, il y aura tout ça. Donc vous l'imaginez, le programme est chargé. Du coup, pour faire plus vite, pour chaque award, j'ai décidé de ne garder que 3 candidats. Pour ce faire, j'ai fait appel aux fous furieux de la communauté qui sont sur Discord, mais aussi à certains rédacteurs de chez Basket Info. 55 personnes ont joué le jeu et m'ont donné leur trio de tête pour chaque trophée. C'est donc parmi les 3 joueurs qui ont été sélectionnés par la majorité, que je ne rejoins pas toujours d'ailleurs, que je choisirai l'heureux élu. Du coup, si vous voulez participer la prochaine fois, vous savez quoi faire. Allez en description, chopez le lien de l'invitation et rejoignez-nous sur Discord. Vous verrez, c'est plutôt cool. Quoi dire de plus? Bon, je crois que c'est tout. Allez, je le sais que t'as envie de faire ton branleur. Ah merci, j'osais pas, mais je suis quand même fier. L'an dernier, pour mes awards de fin de saison, j'avais eu tout juste. Ça m'étonnerait que je refasse cette perf pour une 2e année consécutive, mais je vais quand même tenter. Puis quoi qu'il arrive, de toute façon, chacun de mes choix, je vais les argumenter, vous connaissez. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour mes awards 2019-2020 en NBA. On commence donc comme prévu avec le trophée John Duff du rookie de l'année. Premier mec que vous avez choisi, Ja Morant. Bah ouais, comment faire autrement. Toute la saison, malgré ses 20 ans, le gamin a fait en sorte que ses Grizzlies soient dans la course aux playoffs. En plus, personne ne les attendait à ce niveau aussi. Absolument pas, et même s'il faut donner du crédit à Taylor Jenkins, le 2e pick de la dernière draft n'est vraiment pas étranger à ce succès. Dès son 3e match en saison dans lequel il a affronté Kyrie Irving, le gamin a montré qu'il était spécial. 30 points et 9 passes pour lui dans une rencontre remportée après prolongation. Alors ok, il n'a pas fait
d'autres rencontres à 30 points ou plus dans le restant de la saison, mais peu importe. Ce qu'a fait Morant jusque-là est hyper lourd. Deuxième joueur nommé, Kendrick Nunn. Lui, c'est carrément la surprise du chef. Joueur non drafté, il a été signé par le Heat en fin de saison dernière. Mais vu qu'il n'avait pas joué une seule seconde, le meneur a bel et bien été considéré comme un rookie. Propulsé titulaire dès le début de la saison par Spoelstra, Nunn a fait des choses incroyables. Au bout d'une semaine, le mec tournait à plus de 22 points par match et jouait avec une efficacité redoutable. Encore une trouvaille exceptionnelle pour le Heat. Ah oui, c'est violent, et il a continué sur ce rythme ensuite? Bon, après, il fallait s'y attendre, il s'est calmé un peu, tout en montrant bien plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile. Au final, Nunn est surtout un scoreur, mais quel scoreur? Tourner à plus de 15 points par match en tant que rookie dans une équipe qui est 4ème de sa conférence, franchement, ça a du poids quand même. Enfin, vient Zion Williamson. Pas de bol, juste avant le coup d'envoi de la saison, l'ailier fort s'est déchiré le ménisque. Là, les langues de vipère ont commencé à siffler. Beaucoup disaient alors que son physique était trop incertain, qu'il ne jouerait jamais en NBA et que sa carrière ne serait pas mieux que celle d'un Greg Oden. Ouais, mais je comprends en même temps, il a été absent longtemps, ça devait être grave cette blessure. Eh bien, figure-toi que non, j'avais fait des vidéos à ce sujet. Avec la chirurgie actuelle, se faire opérer d'un ménisque est l'une des opérations les plus bénignes qu'il soit, rien à voir avec ce qu'a connu Greg Oden ou Yao Ming par exemple. S'il a mis tant de temps à reprendre, c'est que les Pels ont joué la carte de la prudence à l'extrême. Par contre, en seulement 19 matchs, qu'est-ce qu'il a été bon? Non seulement il a tourné à des stats folles du genre 24 points et 7 rebonds avec une efficacité incroyable, mais surtout il a aidé les Pels à grimper dans le classement, c'est vraiment un truc de malade. Si l'on ne garde que les moments où Zion est sur le terrain, les Pels mettent en moyenne 10 points de plus par match que leurs adversaires, c'est très puissant. Dans l'histoire, en tant que rookie, seuls des gars comme Will Chamberlain, Shaquille O'Neal ou Joel Embiid ont réussi à produire de telles stats sur 15 matchs consécutifs. Tout à l'heure, on disait que le record de points de Morant c'était 30 en 59 matchs joués. Williamson, lui, en seulement 19 matchs, a dépassé 3 fois la barre des 30 et a même atteint celle des 35. Le level qu'il a montré en février et en mars n'était pas loin d'être exceptionnel. Bref, nous voilà désormais avec nos 3 candidats, Ja Morant, Kendrick Nunn et Zion Williamson. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le award John Duff du rookie de l'année est Ja Morant. Et ouais, si Zion avait joué plus de matchs, je pense que je lui aurais donné sans hésiter. Mais là, pour moi, 19 rencontres, c'est un échantillon trop faible pour remporter un tel trophée. C'est un peu comme quand en 2017, Malcolm Brogdon et Dario Saric ont terminé devant Joel Embiid. Le Camerounais s'était montré bien meilleur, mais n'avait joué que 31 matchs. Donc même punition. Pour Zion, j'offre le trophée à Ja Morant. Puis en plus de ça, ne pensez pas que c'est un choix par défaut, car le meneur mérite. Contrairement à des gars comme Trae Young ou des Aaron Fox par exemple, lui a déjà prouvé qu'il était un meneur capable de mener les siens vers la win. Ça a une vraie importance pour moi. Ajoutez à ça son côté peur de rien, ni de personne, et vous avez un vrai joueur. Tout ça, ça lui permet d'être une machine à highlights, mais aussi d'être un excellent finisseur près du cercle. Sur Discord, vous êtes tous d'accord avec moi, enfin presque tous. Seul un votant n'a pas mis Morant en numéro 1, l'empêchant d'obtenir l'unanimité et le score max de 165 points. Mais peu importe, le graphique montre que pour ce trophée-là, nous sommes de manière générale complètement sur la même longueur d'onde. Parlons désormais du trophée Bob Locke du meilleur défenseur. Le premier des 3 joueurs nommés se retrouve être Giannis Antetokounmpo. Bon, pour commencer, le Greek Freak est purement et simplement le meilleur défenseur de l'équipe qui possède la meilleure défense de toute la ligue. Pourtant, pour ce trophée, je trouve qu'il se retrouve dans une situation compliquée. Pour moi, par exemple, un Ben Simmons est un meilleur défenseur au périmètre que Giannis, alors que des gars comme Anthony Davis ou Rudy Gobert sont de meilleurs rim protectors. Bah pourquoi il est là alors? Parce que, sois sûr d'une chose, Antetokounmpo est le plus polyvalent. Avec la taille de ses jambes et son envergure, le Greek Freak est capable de couvrir tellement d'espace que ça devient ingérable. Son côté araignée lui permet de combler un éventuel retard à toute vitesse et de gêner des adversaires quel que soit leur poste. Vient ensuite Anthony Davis. Bon, soyons concis, depuis son arrivée aux Lakers, sa hype est bien plus forte que ce qu'elle était à Nola. Puis tout ça, ce n'est pas dû qu'aux projecteurs d'Hollywood. La défense des Californiens, depuis l'arrivée du Bro, est juste passée de médiocre à excellente. Et pour toi, c'est forcément l'arrivée de Davis qui a tout changé. Regarde ses stats, 2,4 contre de moyenne, 1,5 interception, c'est surhumain. Ok, un mec comme Hassan Whiteside met plus de contre que le Bro, mais il n'a clairement pas la même science défensive. Du coup, niveau protection de cercle et de la peinture, on a un vrai client. Mais ce que je kiffe, c'est que sa mobilité et son envergure lui permettent même sur certaines séquences de défendre sur des extérieurs scoreurs, comme Kawhi Leonard ou Jason Tatum. Pour moi, AD n'a pas la polyvalence d'un Giannis, mais il n'en est pas loin. Bon après, c'est flagrant, les Lakers, même s'ils sont la 3e meilleure équipe de la ligue en termes de defensive rating, sont assez loin derrière les Bucks. Parce que oui, soyons honnêtes, parfois il y a des trous dans cette défense. Heureusement, Anthony Davis, en amenant ses joueurs vers les contreurs que sont Dwight Howard ou Javal McGee, les bouche régulièrement à merveille. Enfin, le 3e joueur que vous avez choisi, c'est Rudy Gobert. Bon, c'est un peu normal, hein, le Français a remporté pendant 2 années de suite le trophée de meilleur défenseur de la ligue. C'est donc tout à fait logique qu'il garde une énorme place dans les pensées des votants. Pourtant, pour moi, il n'a pas été aussi impactant défensivement que les saisons précédentes. Déjà, pour commencer, le Jazz n'est plus une défense d'élite comme ce fut le cas les années d'avant. Quelques transferts ont été faits, mais surtout les adversaires semblent avoir trouvé des méthodes pour mettre en danger le Jazz différemment.
différemment. En parallèle, Rudy affiche cette saison son pire defensive rating depuis son arrivée dans la ligue. Tout ça, c'est pas bon signe. Du coup, il n'a aucune chance selon toi? Non, j'ai pas dit ça. Comme je le disais, son passif peut jouer pour lui, mais également sa présence. Si on ne joue plus face au Jazz comme avant, c'est en grande partie à cause de Rudy. Les mecs savent à qui ils ont affaire et n'osent absolument plus prendre des risques. Ils tentent de l'écarter, de le faire sortir de la raquette, sans ça c'est ingérable. Les coachs sont constamment obligés de faire preuve de trésor d'inventivité pour scorer face à Utah, et ça c'est la marque des plus grands. Alors sois gentil et ne l'écarte pas trop vite de la discussion. Du coup, pour cet award, voilà nos 3 candidats. Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis et Rudy Gobert. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le award Bob Locke du meilleur défenseur de l'année est Giannis Antetokounmpo. J'ai vraiment hésité avec Anthony Davis, mais j'ai fini par choisir le grec. Pour moi, il est le meilleur défenseur en net depuis bien longtemps, sûrement encore plus que Draymond Green l'était en 2016. Son envergure lui permet presque de faire une zone à lui tout seul en restant au milieu, et honnêtement, je trouve ça dingue. Ok, Davis a de meilleures stats au contre et aux interceptions. Ok, Gobert a un plus grand passif et une présence ultra dissuasive. Mais peu importe, pour moi, ce que fait Giannis défensivement sur tous les postes est historique. Ce n'est pas pour rien qu'il est le joueur qui dispose du meilleur defensive rating de toute la ligue. Meilleur défenseur de l'équipe qui possède la meilleure défense de NBA, comme je le disais, pour moi, ça a beaucoup de poids. C'est donc lui qui obtient ma voix pour le trophée Bob Locke. Sur Discord, vous avez préféré Anthony Davis, et je peux clairement vous comprendre, même si le Greek Freak n'arrive pas loin derrière. C'est donc notre premier désaccord. Je suis un peu déçu quand même que Ben Simmons n'ait pas obtenu plus de voix. Comme je le disais, pour moi, il est sûrement le meilleur défenseur au périmètre en NBA. Mais bon, ça aussi, ça peut se comprendre. Non seulement pour ce trophée, historiquement, les Rim Protectors ont toujours été avantagés, mais surtout, il est vrai que le trio de tête semble difficilement touchable. Boum, c'est l'heure d'un trophée bien à moi, le trophée francophone du meilleur francophone. Bon, avant, j'élisais le meilleur français, sauf que j'ai des abonnés partout dans le monde et ça en saoulait certains que je ne parle pas de leurs compatriotes. Et c'est vrai que vu qu'eux aussi parlent français, je trouvais ça injuste. Voilà tout simplement pourquoi je parle maintenant du trophée du meilleur francophone. Alors le premier candidat, c'est Joel Embiid. C'est clair que par rapport aux attentes qui avaient été placées en lui en début de saison, le Camerounais est décevant. Le pivot a beaucoup parlé, a connu des embrouilles avec Karl Anthony Towns et ses statistiques ont quasiment chuté dans tous les domaines. Franchement, il s'est mis pas mal de monde à dos en quelques mois et on comprend pourquoi. Ok, donc direct, lui, il a zéro chance. J'ai pas dit ça non plus, et si ses stats ont baissé, c'est aussi que Brett Brown l'a économisé en début de saison. Et oui, ses minutes ont baissé dans l'optique de penser plutôt aux playoffs. Mais bon, mine de rien, t'en connais beaucoup toi des pivots qui sont capables de faire des matchs à 49 points et 14 rebonds comme il l'a fait fin février face aux Hawks? Moi non, et encore moins des francophones. Quand il se sort les doigts, il reste un des joueurs les plus dominants du game, et honnêtement, je pense qu'il a vraiment son mot à dire pour ce trophée. Le deuxième que vous avez nommé, c'est Rudy Gobert. Bon, je ne vais pas reparler de sa défense, je l'ai déjà assez évoqué, donc je vais essayer de faire vite sur Rudy. Ça veut dire que tu le considères seulement comme un joueur défensif? Mais non, s'il a été sélectionné au All-Star Game, ce n'est pas que pour ça. Déjà, en termes d'efficacité, il est le joueur le plus adroit de la ligue, même s'il prend quasiment tous ses shoots près du cercle. En pick and roll, il l'assure, et plus globalement, dans le jeu sans ballon à Utah, son rôle est fou. Dans la stat méconnue des screen assists, il est le meilleur de la ligue, tout simplement. En gros, quand Gobert pose un écran, il est tellement difficile à contourner que ses coéquipiers ont de grandes chances d'aller scorer derrière. C'est souvent sous-coté, ça. Ajoutez à ça ses 14 rebonds par match, et vous avez un joueur d'équipe leader par excellence. Alors bien sûr, 15 points de moyenne par rencontre, c'est assez peu par rapport à un franchise player typique. Mais Gobzilla apporte tellement d'autres choses sur un terrain que lui aussi est un candidat très sérieux pour mon trophée francophone. Enfin vient Pascal Siakam, un autre Camerounais. Lui, en début de saison, il était limite en course pour être le MVP. MIP la saison dernière peut l'imaginer capable de passer un nouveau cap. Et pourtant... Grave, en profitant des systèmes de Nick Nurse à la base dédiés à Kawhi Leonard, le mec s'est survolté. Rapide et athlétique, il a bien sûr continué à mettre des points en contre-attaque, mais ce n'est pas tout, imaginez-vous. L'Eli a tourné à 28 points et 9 rebonds de moyenne sur le mois d'octobre, c'est pas complètement hallucinant? Bon après, ne cachons pas la vérité non plus. Une blessure en décembre l'a handicapé et Siakam ensuite a baissé de régime un peu. Mais quand même, le numéro 43 des Raptors est désormais nettement le franchise player d'une équipe classée numéro 2 de la conférence Est. Ça vaut son pesant de cacahuètes, non? Du coup, pour cet award, nous avons Joel Embiid, Rudy Gobert et Pascal Siakam. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le award francophone du meilleur francophone est Pascal Siakam. Bon, là encore, j'ai hésité. Joel Embiid score autant, mais il prend plus de rebonds, mais plus de contres et tout simplement défend mieux. Et en plus, en moyenne, il joue 5 minutes de moins que son compatriote camerounais. Compliqué de mettre quelqu'un d'autre devant lui, du coup, selon moi. Pourtant, j'ai choisi Siakam. Pour quelle raison? Les résultats collectifs. Tout le monde attendait les Sixers en haut de tableau en début de saison, et jusque-là, ils les ont déçus. A l'inverse, tout le monde pensait que les Raptors chuteraient avec le départ de Kawhi, et pour le moment, ils assurent. Voilà tout simplement pourquoi je donne à Pascal Siakam le trophée francophone. Sur Discord, vous êtes d'accord avec moi. Pour vous, Gobert est même numéro 2. Why not? Même si, comme je le disais, je trouve préjudiciable que son impact défensif ait diminué. Après, faut dire que Embiid et les Sixers ont totalement déçu avant la bulle, et je comprends tout à fait qu'il vous soit difficile de le récompenser. Pour finir, notons qu'Evan a pu obtenir quelques points aussi, et ça fait plutôt plaisir.
Allez, on passe désormais au trophée Joker du meilleur sixième homme. Premier candidat que vous avez choisi, Montrez Harrell. Pour la deuxième année consécutive, le big man a un rôle incroyable sur le banc des Clippers. L'an dernier, il était complètement en compétition pour le trophée du sixième homme de l'année, mais rien que dans son équipe, il y avait mieux en la personne de Lou Williams. Par contre, ce que je trouve fou, c'est qu'avec un temps de jeu à peine augmenté, Harrell a encore énormément progressé. Soyez-en sûrs, pas mal de teams aimeraient que leur pivot titulaire soit aussi efficace que le Clipper. 19 points à 61%, 7 rebonds et 1 contre, c'est assez huge. Par contre, en défense, c'est problématique un peu, non? Un peu, j'avoue, mais là aussi, il y a eu des progrès et l'expérience, sûrement. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est que des deux côtés du terrain, Harrell apporte dès qu'il rentre une énergie incroyable sur le parquet. Exactement tout ce que l'on attend d'un vrai sixième homme, quoi. Même si les undersize, son côté rim runner, plein de sauvagerie, apporte un dynamisme fou à l'équipe de Doc Rivers. Si les Clippers sont des contenders, Harrell n'y est pas étranger. Évoquons maintenant Dennis Schroeder, qui avec les arrivées de Chris Paul et de Shai Gilgeous-Alexander a continué à sortir du banc. Lui aussi a su apporter sa pierre à une équipe un peu surprise comme le Thunder en apportant du scoring immédiat dès qu'il rentrait. Ok, lui non plus, même s'il progresse, n'est pas un défenseur d'élite, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Le gars est capable de mettre le feu avec la seconde unit, mais surtout, ce qui me surprend le plus, c'est son efficacité. Pourtant, je t'avoue que j'ai l'image d'un gars qui produit beaucoup de déchets. Détrompe-toi, ça, c'était avant. Cette saison, il assure 47% au tir, dont 38% à 3 points et 2,5 balles perdues. Pour un gars qui aime porter la balle et possède un jeu à risque, moi je trouve ça plutôt propre. J'ai l'impression qu'il apporte exactement ce qu'il faut à cette équipe d'OKC, d'autant plus que derrière Schroeder, ça souffre d'un certain manque de profondeur, je trouve, sur le banc. Enfin vient Lou Williams, le gars qui à 3 reprises déjà dans sa carrière a remporté le trophée de meilleur sixième homme. Ouais, cet award devrait limite porter son nom, t'as même pas besoin de nous le présenter, je crois. Tu sais que Jamal Crawford en a déjà eu 3 lui aussi, mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de ça. Mon meilleur sixième homme de toute l'histoire a déjà été élu le jour où j'ai fêté ma 100e vidéo. Du coup, revenons à Lou Will. Comme d'hab, il a joué son rôle de trublion en sortie de banc et il est un scoreur né qui peut prendre feu en une fraction de seconde. Bon, pour lui, il y a quand même un peu plus de déchets et d'irrégularités que pour Dennis Schroeder. Ses pourcentages sont pas ouf, il perd pas mal de ballons, mais en parallèle, il délivre plus de passes décisives que jamais dans sa carrière. Ça compense un peu sa défense, même si pour lui aussi, c'est pas ce qu'on demande en premier, mais de ce côté-là, selon moi, ça devient de plus en plus problématique. Bref, ne soyons pas trop sévères, pour ce trophée, nous avons Montrez Harrell, Dennis Schroeder et Lou Williams. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le award Joker du meilleur sixième homme de l'année est Dennis Schroeder. Là encore, mon choix a été compliqué et j'avais vraiment envie de récompenser Harrell pour redonner enfin ce trophée à un intérieur. Mais non, j'ai choisi l'Allemand qui, en plus d'être le meilleur scoreur de la ligue en sortie de banc, est aussi un playmaker très respectable. Jouer pour soi avec efficacité, c'est une chose, mais arriver à le faire en impliquant les autres, c'en est une autre. Alors ok, playmaker, c'est pas du tout le rôle d'Harrell, et lui brille dans d'autres secteurs. D'un autre côté, Lou Will délivre plus de passes que Schroeder, voilà pourquoi le choix n'a pas été évident. Mais quand même, le meneur d'OKC, en mixant scoring, efficacité et playmaking, mérite selon moi ce trophée de Joker. Sur Discord, vous êtes encore d'accord avec moi, ceci dit, vous préférez Lou Williams à Montrez Harrell. Au vu du passif du gars, là encore, je peux tout à fait comprendre. Petit big up à Dragic d'ailleurs, qui fut cité un paquet de fois. Le Slovène a fait une excellente saison en sortant du banc derrière Kendrick Nunn et ça me fait vraiment plaisir de le mentionner. Par contre, je dois dire que je suis un peu étonné du fait que George Hill n'ait pas obtenu ne serait-ce qu'une seule mention. Arrive maintenant l'heure du trophée à l'improviste du joueur qui a le plus progressé. Le premier que vous avez choisi, c'est Bam Adebayo. De role-player au temps de jeu limité derrière Hassan Whiteside, il est devenu All-Star cette saison. Pas mal, non? J'avoue que là encore, ça pourrait presque suffire comme justification, tu pourrais t'arrêter là. C'est vrai, pourtant je vais continuer. Adebayo n'est pas qu'un simple pivot, sa polyvalence est folle et s'inscrit totalement dans l'ère moderne. Le gars est mobile, rapide et l'un des meilleurs défenseurs de la ligue et possède même un handle à faire pâlir certains arrières. Qui pensait qu'il se transformerait aussi vite en lieutenant de Jimmy Butler? Autant être franc, pas moi. Ensuite, Brandon Ingram, après 4 ans dans la ligue, l'ailier est enfin au niveau auquel on l'attendait au moment de sa draft, celui de franchise player. Ça doit faire taire les mauvaises langues un peu. C'est sûr, et ça montre aussi que le contexte est souvent important pour se développer, et pour certains joueurs, il faut du temps aussi. À Nola, notamment à cause de l'absence de Zion Williamson, les clés de la maison lui ont été données, et le mec a assuré. Lui aussi est devenu All-Star, a bien augmenté sa moyenne de points, mais aussi son adresse longue distance et au lancer franc. Alors qu'auparavant, il était maladroit et semblait peu confiant en lui, il approche désormais les 40% à 3 points et n'hésite plus à sniper derrière la ligne, quand l'an dernier il insistait sur des shoots à mi-distance compliqués. En un mot, Brandon Ingram est désormais beaucoup plus efficace. Et ça se voit à un tel point qu'il mérite sans aucun doute de rentrer dans la discussion pour le trophée à l'improviste. Enfin vient Jason Tatum. Encore un gars qui a obtenu sa première sélection All-Star cette année. Et oui, comme quoi il y en a de la concurrence pour cet award. Lui, plus qu'un franchise player, il est devenu une superstar. Après un mois de février à quasiment 31 points par match, il a obtenu son premier trophée de joueur du mois à seulement 22 ans, et ça c'est une sacrée perf. Si la hiérarchie à Boston était compliquée à établir avec le départ
départ de Kyrie Irving, Brad Stevens a désormais trouvé en Jason Tatum son go-to guy. Peu à peu, ce dernier a soigné sa sélection de tir, a mûri, a poli son jeu, tout ça en restant très utile en défense. Tous ces éléments font de lui un joueur très bon qui possède une grâce exceptionnelle, mais surtout qui a énormément progressé. Nos 3 candidats sont donc Bam Adebayo, Brandon Ingram et Jason Tatum. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le Ward à l'improviste est Bam Adebayo. Bon, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal. Avec ces 3 gars, nous avons des joueurs qui possèdent aujourd'hui des statuts différents, mais qui ne partaient pas de la même hauteur l'an dernier. Voilà pourquoi j'ai préféré choisir celui qui partait du plus bas, Bam Adebayo. Certains diront qu'il ne lui manquait que des minutes pour exploser, et ils auront sûrement raison. Par contre, même si je l'imaginais bien progresser en jouant plus, son rôle est désormais bien au-dessus de ce à quoi je m'attendais à Miami. Sur Discord, visiblement, nous sommes une nouvelle fois sur la même longueur d'onde. Comme quoi, il y a des chances qu'on soit dans le vrai. En tout cas, j'ai bien aimé, il y a eu pas mal de beaux noms pour ce trophée, et pour être honnête, je suis presque déçu que Pascal Siakam n'ait pas continué sur ses bases du mois d'octobre. Si ça avait été le cas, il aurait complètement été dans la course pour un 2e trophée de MIP consécutif, et ça aurait été aussi unique que légendaire. Place maintenant au trophée qui récompense les neurones, le Ward encéphale du coach de l'année. Premier nommé, Mike Budenholzer, ce n'est pas une surprise. Le gars drive la meilleure défense de la ligue, comme on le disait, et de loin, mais aussi l'équipe qui possède le meilleur bilan et qui remporte ses matchs avec le plus de points d'écart en moyenne. C'est assez fabuleux. Ouais, enfin bon, tout le monde n'a pas Giannis Antetokounmpo dans son roster, ça aide. Ah ça c'est sûr, ce serait mentir que de dire le contraire. Par contre, t'as beau donner les clés d'une Formule 1 à quelqu'un, tout le monde n'est pas capable de la conduire. Bud, lui, a trouvé des systèmes idéaux pour faire briller le Greek Freak en attaque comme en défense. Il a réussi à transformer un bâton de dynamite en bombe nucléaire, et soyez-en sûrs, ce n'est pas donné à tout le monde d'en arriver là. Si les Bucks gagnent, c'est certes grâce à Giannis, mais aussi grâce à Coach Bud, qui a su l'utiliser comme il se doit, mais aussi diriger ses autres joueurs au mieux pour qu'ils performent un max. Bien sûr qu'il arrive dans les 3 candidats. Et ensuite, Nick Nurse. Tout à l'heure, je vous parlais de Pascal Siakam qui avait explosé cette saison. Et bien actuellement, nous évoquons le principal responsable, selon moi, de cette transformation. Je ne vais pas vous réexpliquer à quel point la franchise surprend en se classant 2e à l'Est malgré les départs de Kawhi Leonard et Danny Green. Effectivement, t'en as déjà parlé au moment de l'attribution de ton trophée francophone de ça. Tout à fait, et ce que je trouve fort avec Nurse, c'est que t'as l'impression que tu peux lui mettre n'importe qui entre les doigts, il en fera un truc. Cette saison, Marc Gasol, Kyle Lowry, Fred VanVleet et Pascal Siakam possèdent un point commun. Tous ont manqué de nombreux matchs en raison de pépins physiques. Et pourtant, les Raptors, grâce à un Nick Nurse ayant dévoilé des pépites comme Terence Davis, Matt Thomas ou Chris Boucher, ont continué à pratiquer leur jeu et à accumuler les wins. Perso, je trouve ça assez incroyable. Pour ça, bravo Mr. Nurse. Enfin vient Eric Spoelstra, le fameux disciple de Pat Riley au Miami Heat. Si Bud a façonné Giannis et que Nurse est en train de faire la même chose avec Siakam, la muse de Spo, là c'est plutôt Bam Adebayo. Ouais, du coup lui aussi tu l'as évoqué, j'imagine que c'est Spoelstra le plus grand responsable de ses progrès. On peut dire ça, ouais, mais ce n'est pas tout. Par ses choix osés, comme celui de titulariser Kendrick Nunn à la place de Goran Dragic ou celui de responsabiliser Tyler Hero et Duncan Robinson, il a fait de cette team assez atypique du 8 un véritable contender. Sa plus grande force, avoir réussi à intégrer parfaitement Jimmy Butler, et Dieu sait à quel point c'est compliqué. Désormais, autour de Buckets, on a une vraie équipe de guerriers tellement représentative de la culture du 8, j'adore. Et forcément, l'homme derrière tout ça n'est autre que Spoelstra. Big up à ses nombreux passages en défense de zone d'ailleurs qui ont su déstabiliser pas mal d'équipes. Bref, avec tout ça, nous avons Mike Budenholzer, Nick Nurse et Eric Spoelstra. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le Ward encéphale du meilleur coach de l'année est Nick Nurse. Comme je le disais, le gars est un alchimiste capable de transformer du plomb en or. Pour sa faculté à gagner et à toujours trouver de nouvelles solutions malgré les blessures, je ne me voyais pas donner ce trophée à qui que ce soit d'autre. Encore et toujours, sur Discord, on dirait qu'on s'est consulté avant, vous êtes ok avec moi. J'avoue que pour moi, pour ce trophée, ce choix sonne un peu comme une évidence. Petit mot sur Frank Vogel aussi, qui a reçu beaucoup de voix en tant que leader des Lakers premier à l'Ouest, et un grand bravo à Taylor Jenkins aussi. Le coach rookie a fait de Ja Morant un franchise player et des Grizzlies une équipe playoffable. Franchement, c'était pas gagné, chapeau. Allez, c'est l'heure d'un autre award que j'ai créé et que personne ne rêve d'avoir. Le trophée Homer Dallor de la plus grosse déception. Parmi les candidats que vous m'avez cités majoritairement, d'abord il y a Mike Conley. C'est vrai que moi le premier, j'imaginais que sa venue allait vraiment faire step up Utah, notamment d'un point de vue défensif. Et ça a été l'inverse, c'est ça? Et ouais, cette saison, comme on le disait, le Jazz n'a plus que le 11e meilleur defensive rating de la ligue. Alors c'est pas mal, hein, mais ça ne représente plus la défense d'élite des années précédentes. Alors bien sûr, Conley n'est pas le seul responsable de ça et on peut lui trouver des excuses, comme son âge et ses blessures dans les années d'avant. Mais là, sa chute de stats est quand même vertigineuse. De 21 points par match l'an dernier, il est passé à moins de 14 et Quinn Snyder ne peut pas se permettre de le faire trop jouer tellement il commet de déchets. 40% de réussite au tir, c'est assez médiocre, surtout qu'il perd autant de ballons que l'année précédente avec 8 minutes de temps de jeu en moins. Bon après, grosso modo, le Jazz gagne autant que l'an dernier, voire même un peu plus et c'est un moindre mal, mais ça selon moi, ce n'est pas forcément dû à la présence de Mike Conley. Enchaînons avec Joel Embiid, lui aussi on en a parlé plus tôt. Ce n'est pas qu'il réalise une mauvaise saison, loin de là, et le pivot fait toujours partie des meilleurs
meilleurs de la ligue à son poste. Par contre, le gars a clairement trop ouvert sa bouche en début de campagne. Ah bon, il a raconté quoi? Qu'il serait en course pour le MVP, pour le trophée de défenseur de l'année, que ses Sixers allaient tout péter. Résultat, il n'a pas été cité une seule fois sur le Discord pour ses 2 awards et sa team de Philadelphie s'affiche actuellement à une très décevante 6ème place de la conférence Est qui pourrait bien m'obliger à porter une chemise à flamme très bientôt. Les vrais comprendront. Alors ouais, Joël, tu n'aurais pas tant parlé, je pense que beaucoup te laisseraient tranquille, mais là, tu l'as tellement ramené que forcément tu es dans le viseur. Puis force est de constater pour l'instant que tu es bien en dessous du level que tu nous avais promis. Enfin vient un autre Sixer, Al Horford. 2 gars de Philly parmi les 3 nommés, ça souligne bien à quel point la franchise de Pennsylvanie est décevante cette saison. J'avoue, mais on peut quand même insister sur le fait qu'Horford n'a pas joué à son poste, ça n'aide pas. C'est sûr, avec ce qu'il a montré, l'intérieur a vraiment prouvé qu'il était beaucoup plus un poste 5 qu'un poste 4. Puis le feat avec Joël n'a pas du tout, mais pas du tout fonctionné. Et après ça va quand même de lui trouver trop d'excuses. Le mec en carrière est 5 fois All-Star, il vient de signer un contrat énorme de 110 millions sur 4 ans. Ce serait abusé d'attendre de lui un peu plus d'adaptabilité et de polyvalence, parce que là, niveau qualité de jeu, c'était pas top. Al passait son temps derrière la ligne pour écarter le jeu et bombarder de loin avec la pire adresse de sa carrière. Lui qui avec les Hawks ou les Celtics jouait si juste, n'a aujourd'hui plus grand chose de vraiment dangereux. Bon après j'ai quand même tendance à croire que sa défense et son expérience seront très utiles en playoff, mais jusque là y a pas à bégayer, c'est décevant monsieur Horford. Du coup pour ce trophée nous avons Mike Conley, Joel Embiid et Al Horford. Parmi eux celui que j'ai choisi pour le award Homer Dalor de la plus grosse déception de la saison est Mike Conley. Je le trouve dur ce trophée, mais il faut bien choisir. Franchement, que ce soit pour Embiid, Conley ou Horford, j'arrive à tous leur trouver des excuses. Mais disons que c'est pour le meneur du jeu du Jazz que j'en trouve le moins. Des 3, il est celui qui a le plus vu ses stats, mais aussi son rôle diminuer, et j'avoue que le nombre de déchets qu'il produit me hérisse le poil sacrément. Alors c'est sévère, je sais, et alors Horford n'est vraiment pas passé loin, mais c'est à Mike Conley que revient le trophée Homer Dalor de la plus grosse déception de l'année selon moi. Sur Discord, vous êtes ok avec moi, encore une fois. Franchement, je ne pensais pas que nous serions si souvent sur la même longueur d'onde. Ça fait plaisir. Bon par contre, pour ce trophée, j'ai eu des tonnes et des tonnes de noms qui sont sortis, mais comme d'habitude, je n'affiche que les 10 premiers. Je vous ai trouvé parfois sévère avec des joueurs blessés comme Blake Griffin ou encore avec des rookies à la RJ Barrett. Mais bon, c'est le jeu, ils vous ont déçu et vous avez eu bien raison de me le signifier. Enfin, voici le award que vous attendez tous, le Graal du Graal, le trophée Ivan du rêve du MVP de la saison. Parmi les candidats, Giannis Antetokounmpo, déjà. Bon voilà, on a déjà beaucoup parlé de lui depuis le début de cette vidéo. Oui, meilleur joueur de la meilleure équipe, tout ça. Exactement, et je pense que ça a du poids pour le trophée de MVP. Il est d'ores et déjà probablement l'un des meilleurs two-way players de toute l'histoire de la NBA. Ses stats hallucinantes, mais aussi sa nomination pour mon trophée Bob Locke sont clairement là pour le prouver. En 2, toujours par ordre alphabétique, vient James Harden. Et oui, le MVP 2018, détenteur d'un bon paquet de records offensifs, est toujours là. Franchement, cette saison, il a joué son jeu, en enchaînant les step back et en allant provoquer des fautes. James Harden, maintenant, on connaît, et en attaque, c'est redoutablement efficace. Ouais, le problème, c'est la défense. Alors ça, je me tue à le dire. Je n'irai pas jusqu'à dire que Harden est un bon défenseur, mais il est très loin d'être le courant d'air qu'il était il y a 2 ou 3 ans. Non, désormais, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, je trouve qu'il fait au moins le minimum, et d'autant plus depuis l'arrivée de Russell Westbrook. En vrai, ce qui m'a le plus dérangé, moi, pendant cette campagne, ça a été son énorme panne d'adresse, et croyez-moi, je l'ai vu de près, vu qu'il était la star de ma Fantasy League. Son mois de janvier à 29 points par match à 35% de réussite au tir était plutôt à gerber. Franchement, heureusement pour les Rockets qui avaient Russ West à ce moment-là. Bon après, malgré tout ça, ça n'empêche pas le barbu de tourner à quasiment 35 points par match et d'être le meilleur scoreur de toute la ligue. C'est dire le talent offensif du bonhomme. Et quand on voit que sur les 3 premiers mois de la saison, il tournait à 38 unités par rencontre, ça me semble assez logique de le voir bien placé dans la course au MVP. Enfin, 3e candidat, le King, LeBron James. À 35 ans, le Laker a été incroyable cette saison. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ou avoir déjà entendu parler d'un joueur aussi dominant à ce moment-là de sa carrière. Karim Abdul-Jabbar avait beau toujours être très efficace à cet âge-là, il faut pas se le cacher, ses stats diminuaient. Pour ce qui est de LeBron James, ce n'est pas le cas. Mais quand même, l'arrivée d'Anthony Davis a un peu fait évoluer son jeu, non? Si, et c'est ça le plus fou, car cette évolution s'est vraiment faite dans le bon sens. Jamais dans sa carrière, LeBron n'avait fait autant de passes décisives. Avec une moyenne supérieure à 10 par match, il est le meilleur joueur de la ligue dans ce secteur. C'est complètement insane, regardez ses stats. En prenant de plus en plus de shoots longue distance, il s'adapte complètement à la NBA moderne, et même en défense, il semble avoir retrouvé un peu d'envie. Et dire qu'il s'économise probablement pour ses playoffs, ce que LeBron James fait cette saison est légendaire, et pour ça, je ne peux que le respecter du fond de mon cœur. Du coup, nos 3 candidats sont Giannis Antetokounmpo, James Harden et LeBron James. Parmi eux, celui que j'ai choisi pour le award Ivan du rêve du MVP de la saison est Giannis Antetokounmpo, encore lui. Et ouais, c'est dur pour LeBron, et ça me fait même un peu de peine tellement sa saison est historique. Si l'on devait faire un rapport entre les perfs et l'âge, le King remporterait ce trophée même à cloche-pied. Mais là,
bah malheureusement pour lui, il y a un grec qui a 10 ans de moins qu'il me semble impossible de ne pas récompenser. Ce que fait Antetokounmpo est épique, le MVP sortant a encore progressé, et c'est ça le plus ouf. Ses principales faiblesses se comblent peu à peu, et le freak devient complètement injouable quelle que soit l'équipe en face. Vous vous rendez compte que pendant le mois de décembre, Giannis a tourné à plus de 39% de réussite à 3 points tout en prenant 5 par match? Comment tu veux défendre là-dessus? Bref, pour conclure, je veux parler du PER, une stat que vous connaissez j'imagine. Si ce n'est pas le cas, retenez que c'est une formule savante permettant d'évaluer l'impact global d'un joueur par rapport aux autres gars de la ligue. Et bien là, Giannis vient de pondre une saison avec le 5e plus gros PER de toute l'histoire de la NBA. Devant lui, 2 fois Wilt Chamberlain, le Michael Jordan de 1988, le LeBron James de 2009, et c'est tout. La saison du grec restera dans les annales, et pour moi, il mérite tout à fait de cumuler les trophées de Deepoy et de MVP. Sur Discord, concernant cet award Yvan du rêve, on se rejoint encore et toujours. Certains ont préféré mettre LeBron en 1, mais quand même, il suffit de regarder les scores, vous avez été une grande majorité à plébisciter Giannis. Par contre, sur le graphique, c'est flagrant, il y a le Greek Freak, il y a le King, et il y a les autres. Après, pour la 3e place, ça a été très serré pour savoir qui de Luka Doncic ou James Harden l'obtiendrait. Mais au final, quel intérêt quand l'on sait que ni l'un ni l'autre n'est un vrai candidat pour le trophée de MVP. Voilà pour ce qui est de mes 8 récompenses de la saison, voilà pour ce qui est de cette vidéo réalisée main dans la main avec la commu. Franchement ça fait plaisir, j'avais écrit de mon côté mes lauréats avant de vous proposer le sondage sur Discord et je ne pensais pas qu'on en aurait 7 sur 8 en commun. Ça fait beaucoup quand même et c'est plutôt cool, mais maintenant l'étape la plus compliquée reste à franchir. Est-ce que vous là, la communauté de YouTube, vous me rejoignez aussi? Vous êtes d'accord avec tout ça? C'est l'heure de débattre en commentaire, ça me fera vachement plaisir de lire votre avis. Bref, pour être au courant de l'actu NBA 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais aussi découvrir mes all-time teams, vous le savez, c'est sur Basket Info et Instagram que ça se passe. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a de gros trucs qui débarquent chaque jour, alors je ne peux que vous conseiller de nous rejoindre. Bien sûr, il y aura tous les liens et toutes les informations à propos de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen de rien manquer, et avec la NBA, ce serait quand même bien dommage de louper ce que je vous prévois bientôt. Puis allez plus loin aussi, lâchez un com, posez un pouce bleu, notamment c'est bon pour le référencement, mais en plus ça apporte une force incroyable. Alors je peux compter sur vous, à très vite.